Mais revenons au XIXe siècle. Si l'Égypte secouée par l'expédition française est au cœur d'un projet étatique de modernisation par le haut, si la Tunisie frappe par l'ambition de son processus constitutionnel, le troisième et dernier pôle de la Nahda au Levant, de la Nahda et le Levant en pleine effervescence culturelle. Nous avons vu que Bonaparte prend soin d'amener avec lui une imprimerie en caractère arabe en Égypte, et même d'en transporter une lors de la campagne de Palestine aux fins de propagande. Mohamed Ali fonde en 1822 l'imprimerie de Boulak au Caire. Et les imprimeries arabes se multiplient au cours du XIXe siècle avec la publication d'au moins 10 000 ouvrages. Ce passage de l'arabe à l'imprimé vaut laïcisation d'une langue jusqu'alors confinée au cadre dogmatique de la mosquée ou de l'enseignement islamique. Cela ne signifie pas, loin de là, que ces productions ne sont pas souvent de caractère religieux, mais leur diffusion dans un espace qui ne l'est pas en change la nature. C'est une langue nouvelle qui émerge, plus déliée, accessible à des cercles sensiblement plus vastes, ainsi mis en relation de manière inédite. La diffusion parallèle de journaux, même si leur tirage reste modique, participe de ce flux de circulation des idées. Les étudiants qui avaient jusqu'alors pour seul horizon les universités islamiques du Caire, de Damas, de Tunis ou de Fès s'expatrient de plus en plus vers l'Europe, avec une fascination toute méditerranéenne pour Paris. La seconde moitié du XIXe siècle voit aussi, avec la fin des grandes épidémies, un doublement de la population arabe, avec une pression migratoire très forte au Levant. C'est une émigration de trop-plein, l'expression d'une vitalité, à la différence de la fuite devant les pogroms des Juifs d'Europe orientale. Les chrétiens d'Orient, dont la progression démographique est supérieure à celle de leurs voisins musulmans au milieu du XIXe siècle, dominent cette émigration vers l'Europe et l'Amérique. Le terme générique de Turcos en Amérique latine, de Syrians aux États-Unis, désigne cette émigration syro-libano-palestinienne. En revanche, les chiites sont plus nombreux dans les transferts via Marseille pour l'Afrique subsaharienne, une première implantation familiale en appelant d'autres. Émerge alors une sphère publique d'un genre nouveau, où les intellectuels arabes débattent d'un pays à l'autre, avec en écho une diaspora aussi attentive que passionnée. C'est un peu la génération Facebook de cette époque, où les postures que l'on qualifierait aujourd'hui de nationalistes et d'islamistes, termes alors peu utilisés, coexistent souvent chez le même auteur. On sera nationaliste en revendiquant auprès des Européens les droits nationaux d'un peuple arabe doté d'une langue et d'un territoire. On sera islamiste en opposant aux Turcs ottomans l'impératif d'une renaissance arabe de l'islam. La contribution des chrétiens d'Orient de toute obédience est essentielle dans la formalisation d'un discours nationaliste nourri de solides références historiques jusqu'à l'exaltation de la figure de Mohammed comme héros arabe plutôt que comme messager prophétique d'une révélation. Quant au cheikh alépin Abdelrahman el-Kawakibi, son engagement en faveur de la séparation du politique et du religieux est catégorique. Écoutez-le. Laissez-nous résoudre notre vie profane en neutralisant les religions qui auront leur rôle à jouer dans l'au-delà. Laissez-nous rassembler autour de ces mots « Vive la nation, vive la patrie » et que nous vivions libres et dignes. Toute cette agitation intellectuelle et politique amène à la convocation à Paris, en 1913, du premier congrès arabe. Il se déroule sur le boulevard Saint-Germain, dans les locaux de l'actuelle Société de géographie. Le monde arabe du Congrès parisien de 1913 est radicalement différent de celui de l'expédition d'Égypte de 1798-1801. L'Algérie est sous le joug depuis 1830 et le Maroc vient de passer sous le double protectorat de la France et de l'Espagne. La Libye est tombée sous la coupe d'une Italie bien décidée à avoir sa part du partage colonial. Quant à la Grande-Bretagne, elle a entamé à Aden en 1839 son implantation sur la côte méridionale et orientale de la péninsule arabique, poursuivie avec méthode depuis Oman jusqu'au Koweït. La synthèse arabe entre le nationalisme et l'islamisme aspire dès lors à pousser ses revendications à la faveur du premier conflit mondial. Le mythe ottoman a vécu. Les Turcs sont solidement alliés aux empires centraux et le calife d'Istanbul lance, en novembre 1914, un appel au djihad contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
Les Arabes, ayant choisi le camp adverse sur une base nationale et non religieuse, traitent cet appel au djihad par le mépris. Le champion que les Arabes vont se donner est le shérif Hussein de la Mecque, descendant du prophète et donc shérif avec un C. Ce qui ne peut que satisfaire les islamistes soucieux de restaurer un califat arabe. Mais le shérif Hussein peut très vite, autour de Djeddah et de la Mecque, contrôler le territoire du Hijaz dans la perspective nationaliste d'une libération des provinces arabes de l'Empire ottoman. Mandaté par les groupes nationalistes pour traiter avec Paris et Londres, le shérif Hussein obtient leur engagement écrit à favoriser l'émergence d'un royaume arabe avec Damas pour capitale. C'est sur cette base qu'est déclenchée la révolution, signification littérale du terme Saoura, en juin 1916. Elle est invariablement présentée dans les manuels d'histoire comme la révolte arabe. Les Arabes, éternels rebelles, n'auraient le droit que de se soulever, de s'insurger, et non de faire la révolution. Un simple sondage de vos proches démontrera que la figure qui émerge la première de cette extraordinaire lutte de libération est l'inénarrable Laurence d'Arabie. Comme si les Bédouins avaient besoin d'un diplômé d'Oxford pour apprendre la razzia dans le désert. Donc, non seulement les Arabes ne seraient capables que de se mutiner, mais ils auraient besoin d'un officier occidental pour le faire correctement. De tels stéréotypes appliqués aujourd'hui à d'autres peuples susciteraient l'indignation. Pourtant, avec les Arabes, le traitement de défaveur continue souvent de prévaloir. Bornons-nous à constater que la Saoura de 1916-1918 est un mouvement d'affirmation nationale et collective qui impose les Arabes sur les ruines de l'Empire ottoman. Pause. Mais Britanniques et Français ont pactisé secrètement. Ce sont les fameux accords Sykes-Picot pour se diviser le Moyen-Orient. Et Londres, tout aussi peu désireuse de tenir ses promesses envers Paris qu'envers les Arabes, s'est engagée auprès du mouvement sioniste à, je cite, l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est la déclaration Balfour du nom du chef de la diplomatie britannique. De ces trois promesses contradictoires, royaume arabe, déclaration Balfour, Sykes-Picot, naissent une bonne partie des crises du Moyen-Orient contemporain. La déclaration Balfour jette le trouble dans tout le monde arabe. Peu après, la révolution bolchevique entraîne la révélation des accords Sykes-Picot par Léon Trotsky, nouveau ministre des Affaires étrangères. Les Arabes insurgés n'ont pourtant d'autre choix que de poursuivre l'offensive. Leur objectif est Damas, le cœur battant de la Nahda anti-turque et la capitale du premier empire arabe, celui des Omeyyades, de 661 à 750. Faisal, un des fils du shérif Hussein, est acclamé à son entrée à Damas en octobre 1918, et ses partisans jouent un rôle majeur dans la prise d'Alep peu après. Cette ultime défaite brise la résistance ottomane et un armistice est signé à Moudros entre Turcs et Britanniques. La conférence de paix de Paris s'ouvre en janvier 1919, elle va durer plus d'1 an et demi. Ce n'est que sous la pression de la Grande-Bretagne que la France accepte que Faisal soit invité, et seulement au titre de la délégation du Hijaz. Les nationalistes arabes organisent pourtant, en juin 1919, des élections qui aboutissent à la convocation à Damas d'un congrès général syrien. Le congrès appelle Faisal à prendre la tête d'une, je cite, monarchie constitutionnelle fondée sur les principes d'un gouvernement démocratique et largement décentralisé afin d'y garantir les droits des minorités. Au même moment, l'Égypte est traversée par un véritable soulèvement populaire. Près d'1 millier d'Égyptiens sont tués dans la répression britannique de cette Saoura, révolution, dont de nombreuses caractéristiques se retrouveront dans la révolution de la place Tahrir en 2011. Choix délibéré de la non-violence face à un ennemi à la puissance de feu écrasante, combinaison de marches protestataires et de grèves perlées afin d'épuiser l'appareil de répression, insistance sur des mots d'ordre nationalistes avec association symbolique du croissant et de la croix contre l'occupant.
L'écrasement brutal de la contestation égyptienne ne dissuade pas la conférence de Paris de confirmer le protectorat de la Grande-Bretagne sur ce pays. Les militants arabes mettent dès lors tous leurs espoirs dans la future société des nations, inspirée des principes du président américain Wilson. Mais le Sénat américain refuse de ratifier le traité fondateur de la SDN. Les États-Unis seront donc absents de cette société qui leur doit tant, ce qui laisse à Paris et à Londres les mains libres pour réduire à sa plus simple expression le droit à l'autodétermination des peuples arabes. En janvier 1920, la SDN tient sa première réunion à Londres avant de transférer son siège à Genève. 2 mois plus tard, le Congrès général syrien proclame à Damas l'indépendance de la Syrie, incluant la Palestine et le Liban, auquel une large autonomie serait accordée. Faysal devient souverain constitutionnel, au moins en titre. Les puissances coloniales n'en ont cure, qui, réunies à San Remo en avril 1920, attribuent des mandats de la SDN à la France sur la Syrie et le Liban et à la Grande-Bretagne sur la Palestine et l'Irak. Le général Gouraud, haut-commissaire français à Beyrouth, lance le 14 juillet 1920 un ultimatum à Faysal. Les troupes françaises font aussitôt mouvement et écrasent les combattants nationalistes sur la route de Damas. Gouraud prend ses quartiers dans l'ancienne résidence de l'éphémère roi de Syrie qui fuit le pays. Cette résidence deviendra, après l'indépendance, celle des ambassadeurs de France à Damas. La Grande-Bretagne, pour sa part, récupère Faysal, le roi déchu de Damas, pour le placer en août 1921 sur le trône d'Irak. Cette manœuvre est cautionnée par l'organisation d'un plébiscite, le premier du genre, plébiscite à question unique, qui donne 96% des votes en faveur du couronnement de Faysal. L'amalgame dans cet Irak dominé depuis Bagdad par les Arabes sunnites, donc l'amalgame dans cet Irak depuis Bagdad des gouvernorats de Bassora, majoritairement chiites, et de Mossoul, largement kurdes, est porteur de tensions à la fois régionales et confessionnelles. Ce découpage colonial est parachevé en 1922 par l'incorporation de la déclaration Balfour dans le mandat britannique sur la Palestine, ce qui entraîne le boycott des institutions mandataires par les notables et la population arabe. Londres exclut cependant de ce mandat l'émirat de Transjordanie, État tampon entre le Jourdain et l'Irak, confié à Abdallah, un des frères de Faysal. Une séquence aussi heurtée prouve, s'il en était besoin, l'illégitimité des mandats aux yeux de la majorité des populations arabes. Le volet turc des décisions de San Remo est aussi combattu par une résistance acharnée menée par Mustafa Kemal, qui prendra en 1934 le titre d'Atatürk, père des Turcs. La Turquie était en effet dépecée entre des territoires cédés à la Grèce, à la France, à la Grande-Bretagne, outre les zones d'influence accordées à Paris, Rome et Londres. En juillet 1923, après d'épouvantables déplacements de population, le traité de Lausanne fixe les frontières de la Turquie contemporaine. La République turque est proclamée avec Mustafa Kemal comme premier président. Le sultanat est aboli, mais le sultan déchu demeure formellement calife jusqu'à la suppression de cette institution en mars 1924 par un vote du Parlement turc. Le shérif Hussein, modeste roi du Hijaz, a donc 2 de ses fils installés sur les trônes d'Irak et de Transjordanie. Mais le rêve caressé une décennie plus tôt d'un royaume arabe est bel et bien anéanti. À défaut de pouvoir jouer sur la fibre nationaliste de la Nahda, Hussein croit pouvoir en activer le registre islamiste en revendiquant le califat en tant que descendant arabe du prophète. Tel est le sens du congrès islamique qu'il réunit en juillet 1924 à la Mecque à l'occasion du pèlerinage, le Hajj. Il transfère le titre de roi du Hijaz à un autre de ses fils, Ali. Le patriarche Hussein a cependant sous-estimé la virulence de l'hostilité que nourrit à son endroit son éternel rival Ibn Saoud. Les militants wahhabites se sont bien gardés de se joindre à la révolte arabe, anticipant dès lors la confrontation à leurs yeux inéluctable avec Hussein. Ils font mouvement vers le Hijaz à l'automne 1924,
s'emparant de la Mecque, où ils pénètrent les fusils tournés vers le sol, puis de Médine. Ce n'est cependant qu'après un long siège que Djeddah tombe entre leurs mains en décembre 1925. Le proto-califat arabe de la Mecque n'a donc pas vécu plus longtemps que le royaume arabe de Damas, 4 années auparavant. Ce royaume avait été balayé par l'armée française, ce califat le fut par les troupes de choc d'Ibn Saoud. Le royaume du Nejd et du Hijaz sera bientôt dénommé Arabie saoudite, soulignant l'ambition patrimoniale de la famille régnante au-delà même du dogme wahhabite. Cette Arabie saoudite est en effet le seul pays du monde dont les ressortissants sont désignés par un qualificatif dérivé du nom de la dynastie régnante. On n'appelle pas les Jordaniens des Hachémiens ni les Espagnols des Bourboniens. L'Arabie saoudite tire les plus grands bénéfices du déni européen du droit des peuples arabes à l'autodétermination. Plus d'un siècle de renaissance arabe, loin d'avoir forgé des liens durables entre les puissances européennes, les Arabes de la Nahda, aboutissent au contraire à la consécration d'un État saoudien fondé sur une idéologie anti-Nahda, le wahhabisme, et cela à la Mecque et à Médine. Bien avant la découverte du pétrole, il faut y voir une des raisons majeures de l'affaiblissement des Lumières arabes. Il n'y a donc aucune fatalité pour tel ou tel peuple, aucune maladie liée à telle ou telle religion, mais un processus historique, tragique comme bien souvent. Quel gâchis, que d'occasions perdues. Permettez-moi désormais de presser le pas, non pas de peur de perdre cette salle, l'usage nous en reste ouvert, mais parce que ce Tour de France des Arabes s'ancre dans des interrogations très actuelles de nos compatriotes ici et maintenant. Le monde arabe est intégralement passé sous le joug colonial à l'issue du premier conflit mondial, à l'exception de l'Arabie bientôt saoudite et de l'imama autarcique du Yémen. Il lui faudra un demi-siècle pour accéder très progressivement à cette indépendance des Arabes dont le rêve avait déjà inspiré la révolte arabe de 1916. Ce cycle de laborieuse émancipation s'ouvre en 1922 avec l'indépendance formelle de l'Égypte, elle-même conséquence de la révolution non violente de 1919. Les puissances impériales ont compris, après ce recul tout relatif, qu'il leur valait mieux, afin de préserver leur mainmise sur les colonies arabes, y affronter des insurrections armées plutôt que des mobilisations pacifiques. D'où toute une série de soulèvements écrasés au Maroc avec Franco et Pétain, unis pour la circonstance, en Syrie, en Libye ou en Palestine. Cette militarisation s'accompagne de la montée en puissance chez les Arabes de partis de type autoritaire qui dénoncent la complaisance des élites politiques envers les puissances coloniales. Le modèle de ces formations autoritaires est le parti bolchevique, avec la structure pyramidale qu'on le retrouve chez les frères musulmans d'Égypte, dans le néo-destour tunisien ou le Baas, fondé à Damas autour d'un socialisme arabe pour le moins flou. Nationalistes et islamistes jouent souvent à front renversé. Hassan el-Banna et ses frères musulmans accusent le gouvernement égyptien de manquer de patriotisme envers la tutelle britannique. Habib Bourguiba et son néo-destour interdisent aux Tunisiens naturalisés français l'enterrement dans des cimetières musulmans, établissant ainsi une équivalence entre la nationalité tunisienne et la religion islamique. La séquence d'indépendance arabe se poursuit de manière heurtée avec l'Irak en 1932, la Syrie et le Liban en 1943, la Transjordanie en 1946, la Libye en 1951, la Tunisie et le Maroc en 1956, le Koweït en 1961. La guerre de libération de l'Algérie s'achève au bout de 8 ans d'épouvante en 1962. Puis viennent dans la péninsule arabique les dernières accessions arabes à la souveraineté qui s'inscrivent dans le retrait progressif de Londres à l'est de Suez. Un État a pourtant disparu dans cette séquence libératoire. La Palestine, sous mandat britannique, jusqu'en 1948, a laissé la place à l'État d'Israël, sur 77% de son territoire, à la Cisjordanie, annexée à la Jordanie, sur 22%, et à la bande de Gaza, administrée par l'Égypte, sur 1%. Les Palestiniens, deux peuples avec des droits nationaux, sont réduits à ne plus être que des réfugiés. Et l'agence de l'ONU, établie spécialement pour eux, l'UNRWA, n'a pas dans son mandat de prévoir leur rapatriement.
à la différence du mandat du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le peuple palestinien s'installe dans un provisoire qui dure toujours et la question de Palestine demeure posée jusqu'à aujourd'hui. Le monde arabe ainsi souverain est sensiblement moins divers qu'un siècle plus tôt. La population européenne, même si elle avait fait souche au Maghreb, choisit largement de partir avec le colonisateur français. Les minorités grecques et arméniennes d'Égypte ont payé au prix fort les conflits entre le Caire et Londres. Quant à l'univers séfarade, son enracinement multiséculaire ne le prémunit pas des retombées du conflit israélo-arabe et des luttes de libération. L'indépendance des États, au-delà des épreuves liées à sa conquête, s'accompagne donc d'une perte de substance des sociétés arabes, plus homogènes, moins ouvertes à la différence. Pire encore, un cycle de 20 ans de coups d'État de 1949 à 1969 va détourner durablement les indépendances arabes acquises de 1922 à 1971. Ce cycle s'ouvre en Syrie, en contre-coup direct de l'humiliation arabe de Palestine, mais il se poursuit en Égypte avec le putsch des officiers libres de 1952, en Algérie par la liquidation de la résistance intérieure par l'armée des frontières en 1962. Il est scandé par les luttes implacables pour le pouvoir à Damas et à Bagdad. Il s'achève avec le coup d'État de Kadhafi en Libye, qui avoue avec une certaine candeur avoir choisi la carrière militaire pour s'emparer un jour du pouvoir. Nous avons donc des armées arabes plus attachées à consolider leur domination politique qu'à défendre le pays. Une véritable sélection darwinienne profite au plus impitoyable des comploteurs, celui capable d'éliminer les compagnons de toute une vie ou d'accuser des révolutionnaires authentiques des pires compromissions. C'est ainsi que Nasser, Boumedienne, Assad ou Kadhafi consolident leur pouvoir absolu, dans une logique patrimoniale, d'accaparement des ressources du pays, et paternaliste, d'infantilisation du peuple ou des masses, convoquées à intervalles réguliers pour des plébiscites de confirmation. Le bilan de ces cliques militaires sur le champ de bataille est accablant. Outre les défaites essuyées face à Israël en 1948, 1956 et 1967, l'armée égyptienne a été étrillée au Yémen et l'armée algérienne a bel et bien perdu la guerre des sables de 1963 face au Maroc. Mais ces armées, vaincues à l'extérieur, sont implacables envers l'opposition intérieure, contre laquelle elles n'hésitent pas à se comporter en troupes d'occupation. Toute forme de protestation, même loyaliste, est assimilée à une cinquième colonne et à des manipulations impérialistes. Cette diabolisation s'accompagne de la militarisation du contrôle politique, sauf en Tunisie, fidèle à une répression de type policier. Une étroite collaboration se noue entre les mukhabarat, c'est-à-dire les services de renseignement, et le parti unique ou au moins hégémonique. Cette culture de l'arbitraire et une telle banalisation de la violence s'attaquent à la racine même du politique. En Égypte et en Syrie, islamistes et communistes sont unanimement accusés d'être des agentionnistes. En Algérie, toute critique est assimilée aux sombres menées d'un parti de la France, Hizb Fransa, aussi mythique qu'omniprésent. Partout, le grand détournement des indépendances arabes, opérées par les coups d'État de 1949 à 1969, entraîne une régression intellectuelle absolument tragique. Et on voit bien là comment le débat français est piégé par ce détournement. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer le legs calamiteux de la colonisation de peuplement et des promesses trahies. Ce sont bel et bien des despotes arabes qui oppriment leur peuple aujourd'hui, avec une cruauté qui n'a rien à envier à celle des anciens dominateurs étrangers. Une certaine nostalgie de la grandeur impériale handicape tout autant à droite qu'une certaine culpabilité postcoloniale à gauche. Si l'on ajoute à cela la fascination pour les hommes forts, répandue sur tout l'échiquier politique, on comprendra que les Arabes se sentent bien seuls ou en tout cas bien incompris. La rente pétrolière et ou stratégique a permis à ces régimes dictatoriaux de perdurer sans jamais rendre de compte à leur peuple. La rente corrompt toujours celui qui la gère et celui qui la quémande, celui qui la redistribue et celui qui l'accepte. La rente pétrolière est peut-être la plus corrosive de toutes du fait des niveaux extravagants que les différents chocs pétroliers lui ont permis d'atteindre.
On connaît un seul cas de véritable démocratie gagée sur le pétrole, cela s'appelle la Norvège. Et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de pétrole de droite ni de gauche. Il n'y a que des rentiers à dynamique mafieuse. Et dans ce pays où on s'enflamme pour le pétrole de certains émirs, pas de tous, notez bien, le pétrole russe continue de dégouliner de partout. La rente stratégique est plus complexe. Au Moyen-Orient, elle fut longtemps liée au positionnement envers Israël. Rente américaine pour l'Égypte qui signe la paix, rente soviétique pour la Syrie qui prétend la guerre, rente du Golfe pour les pays arabes dits de la ligne de front. Cette rente stratégique a enflé avec les deux guerres globales contre la terreur, celle de George W. Bush à partir de 2001 et celle de Vladimir Poutine à partir de 2015. En ce cas, la rente stratégique vaut un investissement à fonds perdu dans la soi-disant stabilité d'un régime qui présente ses opposants, voire sa population, comme un ramassis de terroristes. C'est d'ailleurs dans un pays dépourvu de rente, la Tunisie, qu'a éclaté en décembre 2010 le premier des soulèvements démocratiques arabes. Et pour cause, Ben Ali et sa belle famille, les Trabelsi, ne détournaient pas une rente immatérielle, ils racketaient littéralement le fruit du travail des Tunisiennes et des Tunisiens. Les dictatures arabes sont depuis entrées dans une crise durable, de nature révolutionnaire, du fait de leur refus catégorique de reconnaître le peuple comme source de la souveraineté. Une crise que ne fait que prolonger le déferlement de la rente pétrolière et de la rente stratégique au profit de ces régimes pourtant en banqueroute. L'enjeu de ces conflits désormais enchevêtrés demeure le même que celui posé un siècle plus tôt, à la fin de l'Empire ottoman. Il s'agit du droit des peuples arabes à l'autodétermination, droit dénié par l'intervention coloniale, droit dévoyé lors des indépendances par le grand détournement des régimes militaires, droit bafoué par le deux poids deux mesures, où on mobilise un demi-million de soldats américains pour libérer le Koweït, alors que le Liban reste sous la botte syrienne et les Palestiniens sous occupation. Droit piétiné au nom de l'impératif de la guerre globale contre la terreur. Droit discrédité à l'ONU du fait de la représentation des peuples par les régimes qui les oppriment. Les Arabes ne demandent fondamentalement que leurs droits, et les Français devraient le comprendre mieux que tout autre peuple. Ces droits, ils se battent pour les obtenir dans le cadre des frontières coloniales, car c'est dans ce cadre, aussi artificiel et contestable soit-il, que leur lutte politique se déroule depuis des décennies. Mais les despotes, prêts à toutes les extrémités pour étouffer la contestation, ont alimenté le monstre djihadiste qui se joue des frontières pour diffuser son projet totalitaire. Afin de retrouver des massacres comparables à ceux qui ont ensanglanté le Caire en août 2013, après le renversement du président élu issu des Frères musulmans, il faut remonter aux tueries perpétrées du temps de Bonaparte en 1798. Et le précédent le plus proche de l'horreur infligée par Assad à la Syrie se trouve dans les dévastations semées par Tamerlan en 1400-1401. C'est dire combien le refus dictatorial de la Nahda n'est pas simple préservation du statu quo, mais régression absolue vers les âges les plus tourmentés de l'histoire arabe avec les destructions du patrimoine qui l'accompagnent. Le projet criminel des Assad, Saleh et autres Sisi n'est pas la restauration autoritaire. Il est d'enraciner la peur du moindre changement au plus profond de l'être de leurs compatriotes, comme si la simple évocation de la liberté déclenchait une décharge électrique. Les nervis de Nasser pouvaient se contenter en 1954 de clamer « pas de parti, pas de parlement, pas d'élection ». En 2017, il faut toute la barbarie de Daesh pour espérer faire taire les aspirations arabes à l'émancipation. Et c'est là que cette histoire partagée ressurgit dans le sang des attentats. Parce que les ennemis acharnés de la liberté des Arabes ne supportent pas non plus la France et sa République. Et même si cette histoire a pu vous paraître parfois lointaine, sachez combien l'intérêt était réel dans tous ces lieux de France que j'ai évoqués en introduction. Sachez donc que l'intérêt était réel pour les destins de ces femmes et de ces hommes arabes dont je vous ai parlé ce soir. Les questions étaient partout nombreuses, graves, sérieuses, citoyennes. Mon intervention n'était donc qu'un prétexte
à notre dialogue. Je ne doute pas que nous aurons un bel échange, heureux que nous sommes de pouvoir disposer de cette salle. Merci au Théâtre du Rond-Point, merci à vous toutes et à vous tous.